Êtes-vous sûr d'avoir bien compris ce que sont les chakras? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Depuis longtemps déjà, les chakras font partie du décor ésotérique de l'Occident. En quelques décennies seulement, ils sont devenus un passage obligé pour toute personne s'intéressant au développement spirituel et aussi aux soins énergétiques en particulier. Évidemment, l'engouement du public pour les spiritualités orientales n'y est pas pour rien. Mais c'est avant tout aux confusions et aux raccourcis du New Age, il faut le dire, que l'on doit de constater une dégénérescence très avancée pour tout ce qui concerne l'histoire, la définition et l'usage des chakras. Et dans cette vidéo, je vais tenter de vous transmettre quelques vérités métaphysiques et historiques peu connues, mais essentielles, qui nous permettront d'une part de réhabiliter les chakras en leur redonnant leur sens et leur fonction originelle, et d'autre part d'établir des relations intéressantes et souvent méconnues avec la tradition occidentale justement, qui a elle aussi ses chakras comme vous le verrez, mais à sa manière. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Donc schématiquement, à l'heure actuelle, et de manière relativement uniforme, le chakra est considéré comme un centre énergétique concret. On le décrit donc sous la forme d'un cône ou d'une roue vibratoire subtile, donc invisible à l'œil nu, et qui est localisé à certains endroits du corps, quelquefois à l'emplacement des glandes endocrines, et ce, à 7 reprises, plus ou moins d'ailleurs selon les traditions. Et selon l'imagerie symbolique indienne, les chakras suivent donc un axe qui va du périnée au sommet du crâne, et ils sont reliés les uns aux autres par 3 canaux de circulation qu'on appelle les nadis, vous connaissez sûrement ça. De plus, chaque chakra est estampillé de symboles ésotériques et de formes, à la fois géométriques et florales. Il possède donc également une valeur numérique, schématisée par un nombre précis de pétales. À première vue, tout ceci laisse donc légitimement à penser que le système des chakras constitue une infrastructure énergétique bien réelle, qui vient se plaquer directement sur les éléments constitutifs de l'appareil biologique. En quelque sorte, il s'agit d'une anatomie dite occulte. Mais nous allons voir dans quelques instants à quel point cette vision mécaniste et structurelle est faussée et surtout très éloignée de la conception que s'en faisait l'antique pensée hindouiste. Mais avant cela, voyons d'abord d'où viennent ces fameux chakras que tout le monde a l'air de considérer comme des évidences absolues. Alors, cette notion est très ancienne, on le sait bien, elle viendrait des textes sacrés de l'Inde, comme on l'a dit, de l'Inde védique, comme les fameux Upanishads et autres références tantriques, ce qui nous renvoie donc apparemment à plus de 4000 ans en arrière, mais selon les spécialistes, il est possible que ce soit encore bien plus vieux que ça. Peu importe, en tout cas, à partir de ces textes antiques, on peut déterminer que les chakras décrivent 2 choses. Tout d'abord, une classification de l'anatomie ésotérique ou occulte, qui offre donc un aperçu des multiples corps et canaux d'énergie coexistants dans l'appareil biologique. C'est une vision un petit peu périphérique, mais que l'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres cultures, comme par exemple en Chine, avec l'organisation des méridiens. Alors, cette description est évidemment celle qu'a retenue presque exclusivement l'Occident, et comme on va le voir, ce sera la cause précisément de beaucoup d'erreurs d'appréciation dans les milieux du New Age et des soins énergétiques modernes. Deuxièmement, et plus en profondeur, le système des chakras déroule un protocole symbolique décrivant les étapes de conscience majeures de l'ascension spirituelle. Ils servent donc, à la base, à définir les jalons d'une évolution spirituelle en plusieurs phases, généralement 7, mais ça peut varier encore une fois selon les cultures. Et toujours selon cette dialectique, le processus d'évolution démarre donc au plus bas de la matière, au premier chakra, dans ce qui est considéré comme un état d'ignorance opaque, un état d'entendement dense et archaïque, jusqu'à un niveau de conscience ultime et libéré, que l'on symbolise par le 7e chakra ou chakra coronal. Bien sûr, on ne va pas d'un état d'ignorance crasse à un état de connaissance absolue sans passer par des étapes, ce que figurent donc les autres chakras intermédiaires que l'on trouve le long de l'axe vertébral. Et sous cet angle,
Les chakras sont donc à l'origine de tous les yogas, considérés ici comme une suite d'exercices physico-spirituels conduisant à l'illumination de la conscience et à la libération de la condition humaine. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que cette vision descriptive et symbolique de l'évolution spirituelle, eh bien, elle va passer en second plan et elle va même être complètement gommée par rapport à la version purement énergétique du modèle chakrique que va développer justement le New Age occidental. Et ça commence notamment par la traduction même du mot chakra, qui signifie, comme on le sait, une roue ou un disque en sanskrit, ce que tout le monde va malheureusement prendre bêtement au pied de la lettre. Parce que, en réalité, comme c'est le cas dans la plupart des langues antiques, le terme de roue ou de disque n'a rien à voir avec une forme circulaire, mais plutôt avec un mouvement circulaire, et plus précisément une spirale. Ce qui signifie que pour les anciens orientaux, le chakra n'a jamais été une sphère ou une boule d'énergie quelconque, mais plutôt la traduction métaphorique d'un déplacement d'énergie qui correspond ici à une migration ou translation de la conscience. Le chakra est donc le symbole d'un quanta d'évolution, ce que les alchimistes évoqueront à leur tour bien plus tard en parlant de transmutation. Nous venons de voir que le chakra ne signifie pas nécessairement une roue ni un disque, à l'état concret en tout cas, c'est-à-dire un objet rond ou sphérique, mais plus exactement évoque l'idée d'un mouvement rotatif. Dans l'Inde védique, comme dans bien des civilisations antiques, la roue était donc aussi le symbole à la fois des cycles et de la destinée. On lui associait les planètes et particulièrement le soleil. Et selon ce point de vue, la roue du chakra représente donc l'ensemble des réalités progressives que l'homme est susceptible d'expérimenter durant son existence terrestre, qu'il s'agisse des différents mondes visibles ou de ceux plus subtils de la vie intérieure. Voilà qui explique pourquoi les chakras symbolisent avant toute chose les différents états de conscience que l'adepte traverse tout au long de son cheminement vers l'illumination spirituelle. Et sous cet angle, les chakras n'ont donc jamais été des cônes d'énergie qu'il est possible d'ouvrir, de refermer ou même de bloquer, comme on peut le constater si couramment chez les auteurs du New Age qui se recopient en général un petit peu bêtement les uns les autres sans jamais se poser la moindre question. Alors bien sûr, tout ça a une origine historique. Il est bien évident qu'on n'en est pas arrivé là par hasard. Il faut savoir que l'Occident a découvert les chakras par un couloir relativement récent. En 1919 paraît un livre intitulé « La puissance du serpent », signé du pseudonyme d'Arthur Avalon, alias George Woodruff. Donc l'auteur est anglais et il est aussi un indianiste qui témoigne avoir reçu une réelle initiation tantrique, dont il dénonce d'ailleurs principalement les dangers dans son bouquin en cas d'expérimentation sauvage. Les chakras sont donc décrits pour la première fois dans cette œuvre qui évoque également l'existence d'un petit serpent nommé Kundalini et dont l'Occident va découvrir alors l'existence avec une certaine stupéfaction, il faut le dire, étant donné qu'on apprend que chez tout un chacun, ce reptile semblerait dormir à la base de la colonne vertébrale et qu'il pourrait, grâce au yoga, ascensionner le long de celle-ci jusqu'au cerveau. Je vous laisse au passage imaginer la traduction industrieuse et névrotique que les Occidentaux du début du XXe siècle ont pu établir face à cette histoire de serpent lumineux qui se déploie dans le corps. Et même si cette Kundalini est décrite chez Avalon comme une énergie cosmique primordiale, eh bien le problème c'est que selon une habitude occidentale bien ancrée, le New Age va se saisir rapidement de cette plomberie subtile, pourrait-on dire, pour asseoir des convictions bassement mécanistes sur le processus de l'évolution spirituelle. Et au lieu de considérer la Kundalini comme le symbole de la conscience universelle en évolution, eh bien on va en faire un rejeton énergétique abominable, une sorte de ver solitaire qui emprunte le boyau vertébral pour atteindre le cerveau et provoquer l'illumination. Après la publication d'Avalon, certains théosophes se saisiront de cette nouvelle théorie pour la dupliquer et l'introduire dans les ordres initiatiques européens, ce qui l'a fait considérablement connaître. Rudolf Steiner et Leadbeater, par exemple, sont chacun à leur manière les principaux acteurs de cette diffusion, un petit peu maladroite par moment.
Steiner ayant surtout insisté sur les exercices et la discipline entourant le travail des chakras, et Leadbeater sur la possibilité de les percevoir par clairvoyance, c'était un petit peu sa spécialité. De fait, il sera le premier à parler de la forme énergétique et de la couleur des chakras qu'il proposera en nomenclature. Alors bien sûr, cette vision a progressivement conduit à une analyse de l'état de santé du chakra en termes d'ouverture, de fermeture ou même de blocage. Et un livre en particulier va marquer ce tournant dans les années 80-90. Il s'agit du pouvoir bénéfique des mains de Barbara Brennan, où les chakras sont là encore exposés comme des réalités énergétiques au service du magnétisme et de la guérison. Après ce livre, bien sûr, tout le monde va voir ou sentir les chakras à sa manière, et de la même façon, presque qu'après l'histoire de Roswell dans les années 50, tout le monde a commencé à voir des E.T. Alors bien entendu, je ne suis pas en train d'affirmer que les chakras ne décrivent aucun phénomène énergétique. Nous avons vu que cet aspect était traité dans les textes védiques eux-mêmes. Il n'est donc pas question ici de réduire le chakra à une pure subjectivité. En revanche, l'idée d'harmoniser ou d'équilibrer les chakras comme on le ferait sur le circuit hydraulique d'une automobile, ça c'est quand même assez éloigné de la pensée védique des anciens, il faut le préciser. Comme c'est le cas dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité, le système des chakras n'est que l'illustration du processus d'illumination tel que le concevaient les sages de l'Inde antique, ni plus ni moins. Avec leurs symboles associés, les 7 chakras décrivent donc les modifications croissantes, on l'a vu, que la conscience du yogi subit tout au long du travail spirituel. Et cela implique bien évidemment des modifications physiologiques notables, ainsi que des phénomènes énergétiques. Mais de même que la carte n'est pas le terrain, on n'a pas à prendre un symbole iconographique pour une réalité formelle. Et c'est pourtant ce qu'a fait le New Age en réduisant le système chakra à une sorte de pseudo-réalité morphologique. Il faut se rappeler que toutes les traditions spirituelles ont eu besoin, à un moment donné, de schématiser leur proposition de travail par la symbologie, et ce pour survivre tout simplement. Et du reste, le système védique des chakras n'est pas le seul à avoir dégénéré en ce sens. C'est le cas également, par exemple, de l'alchimie, où la plupart des opérations internes du cheminement spirituel ont été illustrées par l'utilisation d'images de laboratoires chimiques. C'est comme ça qu'on faisait à cette époque sous nos latitudes. Et dans ce contexte, en effet, une cornue avec sa forme en goutte d'eau, pouvait très bien représenter l'âme de l'alchimiste, et le produit distillé sa conscience. Une conscience donc qui s'allège à l'approche du chapiteau de l'alambic, et qui se purifie aussi quand on la fait fondre, comme un métal, dans son creuset, au contact du feu sacré. Donc vous voyez, toutes ces images d'Épinal ont servi de support métaphorique et pédagogique à bien des écoles d'alchimie au cours des siècles. Et pourtant, à l'heure actuelle, nombreux sont ceux qui pensent encore que la pierre philosophale n'est qu'une sorte de recette de laboratoire secrète qu'on fabrique dans des conditions physico-chimiques spéciales, comme semble le décrire effectivement l'iconographie hermétique, sauf que là encore, on a tout pris au pied de la lettre, comme on l'a fait précisément pour les chakras. Par ailleurs, et ce qui est intéressant, je vous en ai parlé en introduction, c'est qu'il existe des représentations occidentales relativement similaires au système chakrique, et qui décrivent sensiblement la même chose, c'est-à-dire les étapes de la progression spirituelle, mais cette fois avec d'autres symboles. En effet, avant que le New Age ne déforme tout, on suivait en Occident le schéma classique du septénaire, qui a bien sûr marqué l'astrologie et les antiques sciences magiques comme la théurgie. On le voit par exemple très distinctement représenté chez Gichtel, l'un des premiers théosophes, et qui propose un schéma légèrement différent de celui des chakras, mais qui pourtant veut dire la même chose. C'est-à-dire que, au lieu d'évoluer selon un mouvement vertical ascendant, comme dans le yoga, les étapes du cheminement spirituel sont agencées ici en spirale. Et je vous rappelle au passage que le mot chakra signifie bien mouvement rotatif lui aussi. Et l'ensemble est donc plaqué sur le corps de l'adepte au moyen de glyphes planétaires.
Alors on constate que ce système portera bien sûr moins à confusion que les chakras, et on aura plus de mal à imaginer que les sphères de Gichtel sont de véritables centres énergétiques. Pourquoi? Parce que dans ce système, on ne chemine donc plus du dense vers le subtil, donc du bas vers le haut, comme chez les orientaux, mais du plus lent vers le plus rapide, comme le stipulent les mouvements des planètes entre elles. Par ailleurs, on retrouve sensiblement ce genre de proposition avec l'arbre de vie kabbalistique et ses séphirotes, que certains mages d'ailleurs du XIXe siècle ont également voulu incruster dans le corps comme des sphères énergétiques palpables, bon, ce qui est à nouveau une extrapolation à mon sens de la pensée judaïque qui ignorait évidemment ce genre de truc à la base et qui ressemble quand même beaucoup au chakra théosophique tardif, donc on voit bien d'où ça peut venir. Et enfin, il faut parler d'une autre analogie descriptive, beaucoup moins connue celle-ci, et qui concerne l'assemblage spirituel des étages évolutifs du parcours de l'âme, décrit cette fois par Thérèse d'Avila dans son château intérieur. Donc, comme on le voit, le problème de l'étalonnage de la progression spirituelle eh bien, n'est pas unilatéral et ne date pas d'hier. Une chose est sûre en tout cas, c'est que avec l'image d'un château à étages, au moins on ne risque pas d'imaginer que le métabolisme ressemble en vérité à un édifice en pierre du Moyen-Âge et qu'il faille par conséquent utiliser un burin et un marteau pour donner des soins énergétiques. Vous foutez pas de moi, non, vous foutez pas de moi, faites très attention, vous savez. Trêve de plaisanterie, j'espère vous avoir démontré ici à quel point certains enseignements spirituels authentiques et antiques donc ont pu se déformer à cause des interprétations inconséquentes du New Age et à quel point aussi on a pu s'écarter des repères métaphysiques fondamentaux sans lesquels il est très difficile, voire impossible, d'effectuer un parcours spirituel traditionnel. Et peu importe du coup son origine géographique, même si, comme vous le constaterez probablement dans une certaine littérature moderne, et pour finir à nouveau sur un petit zeste d'humour, on parle maintenant de chakras à la sauce Cherokee, Inca et même Zoulou. Je vous laisse réagir sur tout ça dans les commentaires si vous le souhaitez. Comme d'habitude, vous êtes invité à rejoindre ma liste de contacts ci-dessous pour être tenu informé de toutes mes publications. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'intéressant, eh bien faites-le moi savoir s'il vous plaît en cliquant sur le petit pouce et en vous abonnant à la chaîne, ce qui en retour m'encouragera à diffuser d'autres infos chaque semaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres révélations saisissantes.